De dire non à quelqu'un qui est persuadé que votre présence dans son émission, dans son spectacle est indispensable. Et si l'homme qui chantait l'amour avait passé toute sa vie à s'en protéger? Et si, derrière la moustache rassurante et la guitare familière, se cachait une vérité si intime qu'il n'a accepté de la laisser filtrer qu'au seuil de la mort? Pendant des décennies, la France a cru connaître Georges Brassens. Elle pensait l'avoir apprivoisé. Pour beaucoup, il était cet oncle un peu bourru, mais profondément bon, ce poète populaire qui chantait l'amitié, la liberté, les copains d'abord, avec une simplicité presque désarmante. Un homme sans masque, croyait-on, un homme sans secret. Et pourtant, c'était une illusion. Car derrière ce visage serein, derrière ce sourire en coin, qui semblait se moquer du monde, Brassens menait un combat silencieux. Un combat contre son propre corps, contre la foule, contre la gloire, mais surtout contre une promesse intérieure qu'il s'était faite très jeune. Ne jamais laisser la société décider à sa place de ce que devait être une vie réussie, et encore moins un amour normal. À la fin de sa vie, alors que la maladie grignotait ses forces et que la mort se rapprochait inexorablement, Georges Brassens a laissé entrevoir une vérité qui a bouleversé ceux qui l'ont approché. Ce n'était ni un scandale financier, ni une affaire honteuse, ni un vice caché. Non, c'était bien plus dérangeant que cela. Une manière d'aimer radicale, une fidélité absolue à un pacte secret, une décision qui pour beaucoup défiait le bon sens. Pourquoi l'homme qui a écrit certaines des plus belles chansons d'amour de la langue française a-t-il refusé toute sa vie de se marier ? Pourquoi a-t-il choisi de ne jamais partager le même toit avec la seule femme qu'il ait vraiment aimée? Était-ce par peur, par égoïsme, ou par une lucidité cruelle née d'une blessure que personne ne voulait voir? Pour comprendre ce mystère, il faut d'abord accepter une chose. Georges Brassens n'a jamais été aussi libre qu'on l'imagine, ni aussi prisonnier. Prisonnier d'un rôle que la France entière lui avait imposé. Prisonnier d'une image rassurante qui l'étouffait. Prisonnier surtout d'un passé qu'il n'a jamais réussi à se pardonner. Car bien avant les salles combles, bien avant l'Olympia, bien avant que son nom ne devienne synonyme de génie populaire, il y a eu une autre scène. Une scène sombre, étroite, glaciale. Pas une scène de théâtre, une cellule de prison. C'est là que tout a basculé. Dans la France meurtrie de l'avant-guerre, Georges Brassens n'était encore qu'un adolescent turbulent, maladroit, emporté par de mauvaises fréquentations. Un garçon qui allait commettre l'irréparable, un geste qui en quelques heures allait détruire sa réputation, briser sa famille et façonner l'homme qu'il deviendrait. Cette faute, Brassens ne l'a jamais effacée, il l'a portée comme une cicatrice invisible. Et c'est précisément cette cicatrice qui explique tout le reste, son rapport à la gloire, à l'argent, à la douleur et à l'amour. Avant de juger ses choix, avant de qualifier son refus du mariage d'excentricité ou de caprice d'artiste, il faut écouter ce que son silence a toujours essayé de dire. Car derrière le poète libre se cachait un homme hanté, et derrière la chanson, une vie marquée par la honte, la fidélité et un serment intérieur impossible à rompre. Lorsque Georges Brassens est enfin entré dans la lumière, la France a cru assister à la naissance d'un géant tranquille. Dans les années 50, encore marqué par les plaies de la guerre, sa voix a résonné comme une délivrance. Pas de paillettes, pas d'orchestre tapageur, pas de gestuelle théâtrale. Un homme, une guitare, des mots. Et ces mots touchèrent juste, profondément juste. Très vite, Brassens n'a plus été seulement un chanteur. Il est devenu une conscience. Le porte-voix d'une France silencieuse, fatiguée des faux-semblants, avide de vérité. La mauvaise réputation, chanson pour l'Auvergnat, les copains d'abord. Chaque chanson était reçue comme une confidence. Chaque concert ressemblait à une messe laïque où des milliers de spectateurs se reconnaissaient dans cet homme qui osait dire tout haut ce que beaucoup n'osaient penser tout bas. Les salles se remplissaient à une vitesse vertigineuse. L'Olympia, Bobino, les tournées à guichets fermés. Les critiques parlaient déjà de lui comme d'un maître de la langue française, d'un poète populaire, au sens le plus noble du terme. Aux yeux du public, Georges Brassens semblait indestructible, solide, inébranlable, un roc au milieu du tumulte du monde. Mais cette image était une construction, une façade. Car pour Brassens, la scène n'était pas un trône, c'était un échafaud. Chaque levée de rideau était précédée d'une angoisse presque animale. Peu de gens le savaient, mais il souffrait d'un trac maladif,
une peur irraisonnée, incontrôlable, qui le saisissait avant chaque représentation. Dans les coulisses, il arrivait pâle, le corps trempé de sueur froide, le ventre noué par la panique. L'idée de se livrer à la foule, lui qui aimait tant l'anonymat et la discrétion, lui était presque insupportable. Et comme si cette torture intérieure ne suffisait pas, son corps s'est mis, lui aussi, à le trahir. Depuis des années, Brassens souffrait de coliques néphrétiques chroniques, des douleurs parmi les plus violentes que puisse connaître un être humain, des crises qui cloueraient n'importe qui au lit, incapable de parler, encore moins de chanter, n'importe qui, sauf lui. Par respect pour son public, par discipline, par une forme de loyauté presque cruelle envers ceux qui l'attendaient, il montait sur scène malgré tout. Il s'asseyait, posait un pied sur sa chaise, ajustait sa guitare et chantait. Il souriait, il plaisantait, pendant que chaque note arrachée à sa gorge était une victoire sur la douleur. Personne, dans la salle, ne pouvait imaginer que cet homme, qui faisait rire et pleurer, à la fois luttait, en réalité, contre son propre corps. Que parfois, entre deux couplets, la souffrance lui coupait presque le souffle. Que ce bonheur qu'il offrait aux autres se payait, pour lui, au prix d'une résistance physique surhumaine. La gloire pour Brassens n'était donc pas une récompense. C'était une épreuve, une obligation, un contrat tacite qu'il honorait sans jamais se plaindre, car se plaindre aurait été trahir. Trahir le public, trahir l'image qu'on avait de lui, trahir peut-être aussi cette morale intérieure qu'il s'était forgée après sa faute de jeunesse. Mais la douleur ne venait pas seulement de la scène, elle venait aussi de ce que la gloire exigeait en dehors des projecteurs. Le monde du spectacle, avide, insatiable, voulait plus, toujours plus d'apparitions, plus d'interviews, plus de confidences. On voulait entrer dans sa vie, disséquer son intimité, transformer l'homme en produit. Et Brassens résistait, farouchement. Il refusait les mondanités, il fuyait les cocktails. Il se méfiait des journalistes trop curieux, non par mépris, mais par instinct de survie. Il sentait confusément que s'il cédait, ne serait-ce qu'un peu, il perdrait l'essentiel. Lui-même. Cette tension permanente entre ce que le public attendait et ce qu'il était réellement finissait par l'épuiser. Il était adoré, encensé, et pourtant profondément seul. Car comment expliquer à des milliers d'admirateurs que la gloire, loin de le libérer, l'enchaînait? Comment leur dire que chaque applaudissement lui rappelait le poids d'un rôle qu'il n'avait jamais vraiment voulu jouer? Georges Brassens était devenu prisonnier de son propre mythe. Un prisonnier de luxe, certes, mais un prisonnier tout de même. Pour comprendre pourquoi Georges Brassens s'est toujours méfié du jugement des autres, pourquoi il a fui les honneurs et refusé les règles communes, il faut remonter bien avant la gloire, bien avant les disques d'or, bien avant que son nom ne soit prononcé avec respect. Il faut revenir à une nuit précise, une nuit de honte, qui a marqué sa vie au fer rouge. Nous sommes en 1939. Brassens n'est encore qu'un adolescent, un garçon intelligent, sensible, mais instable. Comme beaucoup de jeunes de son âge, il cherche sa place, son identité. Il fréquente une bande de camarades désœuvrés, traîne sans but, s'ennuie, et un jour, l'irréparable se produit. Ce n'est pas un simple écart, ce n'est pas une bêtise anodine. Georges Brassens participe au vol de bijoux, mais pas chez des inconnus, pas chez des bourgeois anonymes. Non, il vole sa propre famille, sa sœur, sa tante, les personnes qui lui ont donné leur confiance la plus totale. Quand l'affaire éclate, le choc est immense. Dans cette petite ville de province, où tout se sait, où la réputation est une richesse fragile, le scandale est brutal. Le jeune Brassens est arrêté, menottes au poignet, traîné au commissariat sous les regards accusateurs des voisins, ces mêmes regards qu'il fustigera plus tard dans ses chansons. À cet instant, il n'est plus un enfant maladroit, il est devenu le voyou, celui dont on parle à voix basse, celui qui a déshonoré les siens. La cellule est froide, humide, silencieuse, et dans ce silence, Georges comprend quelque chose de terrible. Rien ne sera jamais plus comme avant. La honte s'insinue en lui, profonde, durable, mais le véritable coup ne viendra pas de la police, ni de la justice, il viendra de son père. Jean-Louis Brassens arrive au commissariat. On s'attend à une explosion de colère, à des reproches violents, à une humiliation supplémentaire. Mais rien de tout cela n'arrive. Le père signe les papiers, regarde son fils, et d'une voix calme, lui dit simplement qu'il est temps de rentrer à la maison pour dîner. Pas un mot de reproche, pas une insulte, pas une menace. Ce silence est un séisme.
Pour Georges, cette clémence est insupportable. Elle le broie bien plus qu'un châtiment. Il se sent indigne, écrasé par cet amour inconditionnel qu'il vient de trahir. À partir de cet instant, quelque chose se brise en lui. Il comprend que certaines fautes ne se réparent jamais totalement, qu'on peut être pardonné sans jamais se pardonner soi-même. Cette nuit-là, Brassens ne perd pas seulement son innocence. Il forge une morale dure, intransigeante, une morale qui ne dépendra plus jamais des lois ni des jugements extérieurs, mais d'un code intérieur strict, presque cruel. Il jure, sans le formuler encore clairement, qu'il passera sa vie à expier cette faute, non pas en devenant un modèle social, mais en refusant l'hypocrisie. Peu après, incapable de supporter les regards, il choisit l'exil, Paris, la fuite, loin de la province, loin des commérages, loin de cette image de fils indigne. Ce départ n'est pas une ambition, c'est une fuite nécessaire, une tentative de survie morale. C'est là que naît véritablement l'homme que la France découvrira plus tard. Son mépris des biens matériels, sa défiance envers l'autorité, son obsession de la loyauté, et surtout cette conviction profonde que l'amour et les liens du sang sont sacrés, bien plus sacrés que les lois des hommes. La mauvaise réputation n'était pas un jeu de scène. C'était une confession, une cicatrice mise en musique. Chaque vers portait l'écho de cette nuit où tout avait basculé. À mesure que la notoriété de Georges Brassens grandissait, une question revenait sans cesse, murmurée dans les coulisses, parfois posée frontalement par les journalistes. Pourquoi cet homme, l'un des artistes les mieux payés de la chanson française, vivait-il comme un misérable ? La réponse, Brassens ne l'a jamais donnée clairement, pas par coquetterie, pas par goût du mystère, mais parce que cette question touchait à l'essentiel, à ce qu'il avait de plus précieux, sa liberté. Imaginez la scène. Pendant que ces disques se vendent par centaines de milliers, que les salles se remplissent à guichets fermés, Georges Brassens rentre chaque soir dans une petite maison de l'impasse Florimont, dans le 14e arrondissement de Paris, une maison sans eau courante pendant longtemps, sans électricité, sans chauffage, digne de ce nom, un lieu que beaucoup auraient jugé indigne d'une vedette nationale. Pour lui, c'était un refuge. Ce n'était ni de l'avarice, ni une posture romantique destinée à nourrir la légende. C'était un acte de résistance. Brassens avait compris très tôt que la richesse enferme autant qu'elle libère. Plus on possède, plus on dépend. Plus on dépend, plus on est contraint de se soumettre. Et lui refusait toute forme de soumission. L'industrie du spectacle voulait faire de lui un symbole de réussite sociale. Une vitrine, un rêve accessible. Mais Brassens rejetait cette idée avec une obstination presque provocante. Il continuait de vivre comme s'il n'avait rien, pour ne rien devoir à personne, ni aux producteurs, ni aux médias, ni au public. Ce refus dérangeait, il agaçait. Certains y voyaient de la prétention, d'autres une affectation, mais personne ne comprenait vraiment que cette pauvreté volontaire était le dernier rempart contre l'engloutissement, une manière de se protéger d'un monde qu'il jugeait hypocrite et vorace. Car derrière les applaudissements, Brassens voyait la mécanique impitoyable du show business, une machine qui broie les hommes pour fabriquer des idoles, qui exige toujours plus de présence, plus de sourire, plus de confidence, qui réclame l'âme en échange du succès, et lui refusait de payer ce prix. Il fuyait les mondanités comme la peste, les cocktails mondains l'ennuyaient, les conversations creuses l'épuisaient, il se sentait étranger dans ce milieu qui prétendait l'adorer, mais ne voyait en lui qu'un produit rentable, un corps à faire monter sur scène, une voix à l'exploiter, un personnage à entretenir. Cette tension constante le rongeait, il se savait admiré, mais rarement compris, entouré, mais profondément seul. La foule l'aimait pour ce qu'elle projetait sur lui, pas pour ce qu'il était réellement. Et cette solitude morale était parfois plus douloureuse encore que ses souffrances physiques. Dans cette maison modeste, presque hors du temps, Brassens se retrouvait enfin lui-même. Il écrivait, il lisait, il pensait, loin des projecteurs, loin des attentes. C'était là, dans ce dénuement volontaire, qu'il respirait, qu'il redevenait un homme et non une statue. Mais cette quête de liberté absolue avait un prix, car vivre à l'écart du monde, c'est aussi accepter d'aimer autrement, refuser les conventions, réinventer les règles, et c'est précisément dans ce contexte qu'allait naître la décision la plus incompréhensible de sa vie, celle qui allait bouleverser sa manière d'aimer et choquer la France entière. C'est souvent à ce moment-là que le public se trompe. On imagine Georges Brassens comme un éternel célibataire, un homme fuyant l'amour par goût de la solitude ou par incapacité à s'attacher.
Rien n'est plus faux. La vérité est presque cruelle tant elle contredit la légende. Car Georges Brassens a aimé, profondément, fidèlement, passionnément. Pendant plus de 30 ans, une femme a partagé sa vie, dans l'ombre, loin des projecteurs, loin des rumeurs. Elle s'appelait Joa Ayman. Pour lui, elle était simplement Pupchen, un surnom tendre, presque enfantin, qui disait déjà beaucoup de la douceur de leur lien. Ce n'était pas une aventure. Ce n'était pas une liaison discrète parmi d'autres. C'était la femme de sa vie. Celle à qui il revenait toujours. Celle à qui il écrivait. Celle qu'il protégeait plus que tout. Et pourtant, jamais il ne l'a épousée. Jamais il n'a accepté de vivre sous le même toit qu'elle. Même toit, pour beaucoup, ce choix était incompréhensible. Pour certains, scandaleux. Comment un homme capable d'écrire des chansons d'amour aussi bouleversantes pouvait-il refuser le mariage ? Comment pouvait-il imposer à la femme qu'il aimait une relation à distance, presque clandestine ? La réponse n'était ni la peur de l'engagement, ni le refus de la fidélité. Bien au contraire. Brassens était terrifié par l'idée que l'amour puisse être abîmé par la routine, par les factures, par les silences du quotidien. Il avait vu trop de passion se transformer en habitude, trop de serments devenir des chaînes. Pour lui, le mariage n'était pas une preuve d'amour, mais un risque. Le risque de voir la flamme s'éteindre sous le poids des conventions. Alors il a posé une règle radicale, presque choquante. Aimer sans posséder. Ne jamais enfermer l'amour dans un cadre légal. Préserver le désir en maintenant une distance. Rester amant, toujours. Ne jamais devenir ce couple que la société attendait. À Joa, il aurait pu dire « Je t'aime trop pour te perdre dans la banalité ». Et elle a accepté. Par amour, par compréhension, peut-être aussi par résignation. Cette relation, Brassens l'a protégée avec une discrétion absolue. Il refusait d'en parler publiquement, non par honte, mais par respect. C'était son jardin secret, le seul endroit de sa vie que la gloire n'avait pas réussi à envahir. Et un jour, il a finalement accepté de dire la vérité. Pas dans une interview, pas dans un livre de souvenirs, mais dans une chanson. La non-demande en mariage. Une œuvre d'une sincérité presque brutale, une déclaration d'amour à rebours de toutes les conventions, un refus clair, assumé, presque joyeux, de passer devant le maire. Ce n'était pas une provocation, c'était un testament amoureux. Dans cette chanson, Brassens révèle tout, son rejet des hypocrisies sociales, sa peur de l'usure, son désir d'un amour libre, vivant, indompté. Il ne demandait pas la main de Joa, il lui offrait quelque chose de plus rare encore, la promesse de ne jamais la trahir par habitude. Mais cette manière d'aimer avait un coût. Elle exigeait une force morale immense, car aimer à distance, c'est aussi accepter la solitude. Et Brassens, malgré l'amour, restait souvent seul. Seul avec ses douleurs, seul avec ses angoisses, seul avec la maladie qui avançait lentement, inexorablement. À la fin de sa vie, Georges Brassens savait. Il savait que le temps lui échappait, que ce corps qu'il avait si longtemps forcé à tenir, malgré la douleur, malgré la fatigue, ne lui obéirait plus très longtemps. Les coliques néphrétiques l'avaient épuisé, puis le cancer est venu, silencieux, implacable. Et avec lui, cette certitude que la fin approchait. Face à la mort, beaucoup se confessent, d'autres se rétractent, certains renient même ce qu'ils ont été. Brassens, lui, est resté fidèle, jusqu'au bout. Fidèle à sa ligne de vie, fidèle à ses refus, fidèle à sa manière d'aimer. Alors que la maladie l'affaiblissait chaque jour un peu plus, il a continué à protéger Joa. Il ne voulait pas qu'elle soit prisonnière de sa déchéance physique. Il ne voulait pas que l'amour se transforme en compassion, ni en sacrifice quotidien. Une fois encore, il a choisi de porter la souffrance seul. Par pudeur, par dignité, par amour. Ce dernier combat, il l'a mené dans le silence, sans plainte publique, sans mise en scène, loin des projecteurs qu'il n'avait jamais vraiment aimés. Il s'est éteint comme il avait vécu, discrètement, sans trahir l'enfant blessé qu'il avait été, ni l'homme libre qu'il avait choisi de devenir. Après sa mort, beaucoup ont voulu expliquer Brassens, le ranger dans une case, le récupérer, mais il échappait encore, comme toujours. Son refus du mariage, longtemps caricaturé comme une excentricité d'artiste, apparaissait alors pour ce qu'il était réellement, un acte de cohérence absolue. Brassens n'avait pas rejeté l'amour, il avait rejeté ce qui, selon lui, le dénaturait. Il n'avait pas fui l'engagement, il avait simplement refusé de confondre amour et contrat. Aujourd'hui, il repose à Sète, non loin de la mer qui l'a tant inspiré,
Et non loin de lui repose Joa, sa fidèle Poupchen, enfin réunie dans la terre, comme il l'avait toujours été dans le cœur, loin du bruit, loin des jugements, loin des conventions. Et c'est peut-être là que réside le véritable héritage de Georges Brassens. Pas seulement dans ses chansons, pas seulement dans ses rimes impeccables ou son humour corrosif, mais dans cette question qu'il nous laisse dérangeante, presque inconfortable. Avons-nous vraiment le courage de vivre selon nos propres règles ? Sommes-nous prêts à protéger ce qui nous est le plus cher, même si cela signifie être incompris, critiqué ou jugé ? Brassens a payé le prix fort pour sa liberté. Il a connu la honte, la douleur, la solitude, mais il a gagné quelque chose de rare, le droit de partir sans regret, sans reniement, sans mensonge. Alors, la prochaine fois que vous écouterez l'une de ces chansons, ne vous contentez pas de la nostalgie. Écoutez la voix d'un homme qui murmure encore à chacun de nous, le vrai succès, ce n'est pas d'être applaudi, c'est de rester fidèle à soi-même. Et vous, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous eu le courage de vivre comme Georges Brassens, quitte à être incompris ? Dites-le moi en commentaire, partagez cette vidéo avec ceux qui aiment réfléchir autant qu'écouter, et si ce genre d'histoire de vous touche, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Parce qu'ici on ne raconte pas seulement des vies célèbres, on raconte ce qu'elles nous obligent à regarder en nous-mêmes